Aujourd'hui, nous sommes à une époque charnière de l'histoire de l'humanité où nous avons à choisir entre deux futurs. Un futur où la connexion sera purement artificielle et où nous sommes condamnés à terme à devenir des esclaves, ou un futur où la connexion redeviendra parfaitement naturelle et où nous sommes condamnés à devenir de véritables êtres humains qui découvrent le merveilleux pouvoir de la création. Je m'appelle Philippe Guillemant, je suis de l'École centrale Paris, je suis docteur en physique, habilité à diriger des recherches. Je travaille au CNRS où j'ai eu essentiellement deux grandes activités. Je suis devenu un spécialiste de l'intelligence artificielle et en fin de carrière, je me suis intéressé à la physique théorique. Le premier confinement ou le début du confinement, enfin un mois de confinement, voire deux, pourquoi pas, ça a été extrêmement favorable parce que tout le monde a été sidéré de constater que finalement tout le monde était d'accord pour se discipliner à des mesures extrêmes à partir du moment où il s'agit de sauver la planète. Sauf que là, il ne s'agissait pas tout à fait de sauver la planète. En tout cas, on a un peu sauvé la planète puisque ça a réduit considérablement la pollution. Alors ça, c'est au niveau physique, mais au niveau psychique, ça a permis aux gens, finalement, de se retrouver face à eux-mêmes, de pouvoir revenir un peu dans leur fort intérieur, de pouvoir faire un peu le point sur leur vie. Au départ, ça a quelque chose de fondamentalement positif, parce que ça démontre à la face du monde qu'on est capable d'appliquer une politique pour sauver la planète. Sauf que on l'a appliqué à un virus, on l'a appliqué à un faux problème. On l'a appliqué à un faux problème de type sanitaire, alors que le véritable problème derrière le confinement, c'était pas le virus, c'était la finance. D'une part, parce que j'avais déjà prévu depuis 3 ans, je l'avais écrit dans mes livres, dans un livre, Le Pic de l'Esprit, qu'il y aurait un effondrement financier en 2020. Il a effectivement commencé en 2019, en septembre de 2019. L'effondrement financier s'est bel et bien produit sous la forme de planches à billets astronomiques, mais a été masqué par la crise du virus. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le virus a été provoqué à cause de ça. Non, je suis en train de dire que le virus a arrangé les affaires de la finance, qui dans un premier temps a constaté, bon, ok, et finalement après ils ont avoué qu'ils allaient s'en servir pour nous amener vers une grande réinitialisation. On a quand même clairement une instrumentalisation avouée, déclarée, de la part du Forum économique mondial, de la part des entités européennes sommet, comme Christine Lagarde, etc. Ils ont dit, eh bien c'est le moment justement de changer complètement de politique financière pour résoudre tous les problèmes, passer à une monnaie numérique, etc. etc. Et moi je suis un ingénieur en intelligence artificielle. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'identité numérique, de l'identification numérique de n'importe quelle chose complexe. Et il y a encore quelques années, j'ai été recruté, et même via un contrat du CNRS, par une entreprise qui était dans le domaine qui est toujours dans le domaine du web marketing, et qui a demandé mes services pour que je fasse de l'identification numérique de comportement d'internautes. Parce qu'on n'a pas toujours les cookies, en plus les cookies vont être supprimés l'année prochaine, et il n'y a aucun moyen, de toute façon c'est pas légal, normalement d'identifier les gens à partir d'un identificateur. Et donc moi, on a fait appel à mes compétences de quelqu'un qui est capable, à partir de données compliquées sur une personne, d'arriver quand même à l'identifier. Donc je suis bien placé pour savoir que l'identification numérique est un problème constant, une obsession des GAFAM
et de la haute finance, parce que les GAFAM en ont besoin pour faire fonctionner leur grand marché des objets connectés, parce que ça sert à rien d'avoir des objets connectés partout si les objets, ils sont capables de vous détecter, mais ils ne savent pas qui vous êtes, parce qu'ils ne pourront pas faire le rapprochement. Ils vous ont détecté là, ils vous ont détecté là, etc. Vous entrez dans une boutique, ils ne peuvent pas vous rendre le service qui consiste à vous dire que les chaussures que vous recherchez sont là, etc. Ça, c'est un immense marché d'avenir, qui est le marché des objets connectés, qui est censé rendre des services automatiques à la personne, comme si on avait un ange gardien électronique qui est là pour comprendre tous nos besoins et qui vient nous aider à les réaliser grâce aux objets connectés. Et à côté de ça, il y a aussi l'immense problème de la haute finance qui a besoin d'être réinitialisé, puisqu'en fait, il y a bel et bien eu un effondrement financier qui ne dit pas son nom, parce qu'il a été masqué par la crise du virus. Et la haute finance, elle a tellement créé de planches à billets depuis 2008 que, si vous voulez, l'euro et le dollar n'ont plus aucune valeur par rapport au fait que tout l'argent qui a été créé ne correspond plus à la valeur produite par des gens qui ont travaillé, mais correspond simplement à de la valeur encaissée pour sauver la bourse. Et donc on a besoin de sortir de ce système qui devient esclavagiste et qui crée une énorme... qui enrichit considérablement les riches et qui appauvrit considérablement les pauvres, c'est très logique. Et pour ça, il faut créer une nouvelle monnaie. Et pour créer une nouvelle monnaie, il y a une opportunité considérable qui est de passer à la monnaie numérique. Alors on va passer de l'euro à l'euro numérique. Alors au départ, on ne va pas nous dire que c'est une nouvelle monnaie. On va dire que non, c'est de la numérisation de l'euro. Alors qu'à partir du moment où on passe à l'euro numérique, c'est complètement différent, puisqu'on passe à une monnaie directe de banque centrale. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une IA qui va gérer toutes les transactions. Et elle ne peut pas les gérer de manière opaque au niveau des transactions qu'on fait quand on paye avec sa carte bleue dans un magasin, puisque là on est relation client à banque, banque privée, on ne sait pas qui c'est cette banque, ça peut être n'importe quelle banque, il n'y a pas de réseau et d'IA qui gère ça. Pareil pour la monnaie, pareil pour les autres monnaies, même numériques, le bitcoin, etc. Tout ça c'est pas géré. Le seul moyen de gérer correctement une nouvelle monnaie, c'est de passer par un cloud. À ce moment-là, tu peux créer une monnaie de banque centrale, donc l'euro numérique, qui fait que chaque personne va avoir un identifiant qui sera détecté par le cloud grâce aux bornes, aux objets connectés, aux bornes et à la 5G, etc. Et on sera tous fichés, entre guillemets, enfin en tout cas répertoriés à la Banque Centrale Européenne, par exemple, avec notre euro numérique, et on pourra distinguer à ce moment-là les deux types de monnaie. C'est-à-dire que les gens qui vont payer avec ce système-là vont fonctionner avec cette nouvelle monnaie qui va pouvoir être complètement différenciée de toutes les autres monnaies. On va pouvoir avoir des lois complètement différentes. Si on était éthique, on pourrait même dire que sur cet euro numérique, on pourrait par exemple faire une taxe sur les transactions financières qui nous manque énormément. Alors que cette taxe sur les transactions financières, elle n'existe pas concernant l'euro et le dollar. Plus il y aura de monde qui va adopter l'euro numérique, c'est-à-dire on aura dans sa poche, enfin au départ ça va se faire avec un QR code qu'on aura sur un bout de papier ou dans son portable, mais après ça va poser des problèmes de sécurité, donc on va nous proposer des objets connectés. Il y en a qui vont mettre une bague, il y en a qui vont mettre une montre, il y en a qui vont avoir un objet dans leur poche, etc. Et on va payer grâce à ça. Parce que le QR code, l'identification numérique forte, permet de garantir que la personne est bien la personne qui paye. Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, si on veut faire un paiement dans un supermarché et qu'on veut avoir une authentification forte, bon, on paye avec sa carte bleue, et théoriquement, il faudrait recevoir un SMS comme quoi c'est bien vous qui avez payé avec votre carte bleue. À l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un système d'identification fort, ou alors il faut que vous soyez en face d'une personne qui a demandé vos papiers d'identité pour être sûr que c'est vous qui êtes bien le possesseur de cette carte-là. Donc il y a toujours besoin d'un contrôle, voilà. Mais bon, à partir du moment où on va imposer le QR code et toutes ces choses-là, ce genre de choses va finir par disparaître et on va passer à un système beaucoup plus sûr. Et plus il sera sûr et plus il sera lié au corps. Et ça va se terminer dans 5 ans, 2025 ou 2030, par la puce sous la peau
ou le système d'identification lié au corps. Et là, on peut imaginer tout un tas de choses. Après, il y a le transhumanisme, ce qui fait qu'on sera carrément aliéné par des technologies qui vont chercher à nous augmenter nos capacités. Et là, on va finir par perdre carrément la connexion avec notre âme. Et donc, c'est le choix entre, soit, dans les années qui viennent, et on est au tournant de l'histoire, hein, c'est le choix entre, soit, on dit, on va vers un futur où on va devenir tous connectés, mais artificiellement, à des objets qui nous entourent et qui vont faire de la magie, qui vont nous rendre des services, soit on va vers un futur où on redécouvre notre connexion naturelle déjà existante à la magie de la vie qui n'a pas besoin de technologie puisqu'elle est déjà là, dans l'humain. Et le véritable humain, c'est l'humain connecté à son âme et qui, lorsqu'il exploite véritablement cette télécommande de l'espace-temps qui est déjà existante, arrive à faire des prouesses bien plus considérables que n'importe quelle technologie ne pourra le faire. Depuis des années, il y a un réveil des peuples, une nouvelle conscience qui a compris que la nature, on s'était complètement planté sur la nature de la réalité et que nous ne sommes pas des êtres matériels, mais des êtres spirituels embarqués dans une expérience matérielle. Donc, moi, je vais citer simplement 6 domaines dans lesquels il y a une approche scientifique possible ou alors où on a des faits tout à fait avérés. Hein. Donc, les expériences de mort imminente font l'objet aujourd'hui d'expériences scientifiques, de thèses, etc. Les perceptions extrasensorielles également. Il y a même des écoles qui se constituent, des écoles tout à fait homologuées qui se constituent autour de ça, parce que ce phénomène, il a été déclassifié, il a déjà été étudié expérimentalement. Il y a eu beaucoup de publications scientifiques là-dessus. Il y a tous les états de conscience modifiés, la méditation, les expériences chamaniques, etc. Il y a les synchronicités. Bon, les synchronicités, c'est un peu nouveau. Moi, c'est mon domaine. Bon, moi, j'ai fait des expériences scientifiques là-dessus et c'est probablement tout simplement le domaine dans lequel on n'aura même pas besoin de confirmation scientifique parce que tout un chacun va se rendre compte par lui-même à partir du moment où ça y est, maintenant c'est s'aimer. Les gens vont se rendre compte que ce qu'on appelle la chance, c'est quelque chose qui se provoque, etc. Il y a les ovnis dont on ne sait pas, dont on n'a pas bien compris que c'était un phénomène qui était fondamentalement lié à la conscience. Il y a certainement la médiumnité sur laquelle il y a également des expériences scientifiques en quintuple aveugle qui ont été faites pour démontrer la réalité de la médiumnité, donc l'inexplicabilité de ces phénomènes-là, dans le sens où on ne peut même pas les mettre sur le compte de ce qu'on appelle la télépathie, qui déjà est quelque chose qui n'est pas reconnu et qui est pourtant démontré scientifiquement. Enfin bon, il y a pléthore de phénomènes inexpliqués liés à la conscience qu'on ne peut plus écarter. C'est juste pas possible. Et la science a commencé à mettre le grappin dessus et qui vont donc détruire, parce que c'est le programme transhumaniste. Parce que le programme transhumaniste, il est fondé sur l'idée que l'homme est une machine biologique. Or, si la conscience de l'homme est capable de pouvoir aussi extraordinaire que dans ces 6 domaines que je viens de vous citer, eh ben, ça détruit automatiquement tous les apprentis sorciers, parce que tant qu'on n'a pas compris le lien entre la biologie et l'âme, qui passe peut-être par exemple par le sang, qui passe peut-être par exemple par le rayonnement cellulaire, toutes choses qui sont complètement ignorées de la part de ces apprentis sorciers, eh ben on va leur dire « arrêtez tout » jusqu'à ce que vous ayez compris ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc pour moi les choses sont claires et nettes. Aujourd'hui nous sommes à une époque charnière de l'histoire de l'humanité où nous avons à choisir entre 2 futurs, un futur où la connexion sera purement artificielle et où nous sommes condamnés à terme à devenir des esclaves, ou un futur où la connexion redeviendra parfaitement naturelle et où nous sommes condamnés à devenir de véritables êtres humains qui découvrent le merveilleux pouvoir de la création.